On reprend, s'il vous plaît. Bonjour. Non, mais justement, on va faire un truc sérieux, mais bon, léger quand même. Plus vraiment sur la question, enfin sur des questions, c'est pas un monologue de 10 minutes. On va pas faire ça, je vous présente rapidement, puis on attaque direct avec des petites questions sur ce qui a changé, voilà, pourquoi on en arrive à cette situation-là. Que ce soit vivant, sinon on va les perdre. Ah si, il y en a d'autres. Attends. On va reprendre, s'il vous plaît, si vous pouvez reprendre vos places. Comment ? Ouais, il a fait un direct. Bon, pour un peu de mission, ça vaut le coup de faire le direct si tu as vraiment beaucoup de monde, je pense. Hein. Bon, je ne suis pas un spécialiste. C'est pas moi qui le fais, c'est le MPC, mais bon, ils ont 13 vues, donc bon, il n'y a rien, quoi. Je pense que c'est... Bon, nous, on récupérera les rushs. Il y a Claude qui a fait des captations aussi, puis on va les diffuser. Ce sera plus pertinent, je pense, de le faire après coup. On a 20 000 abonnés, donc normalement, bon, ça fait un petit peu de vues. Voilà. Puis après, ça se répand, quoi. Voilà, chacun le met sur ses petits réseaux. Mais, bon. S'il vous plaît. Je ne vais pas vous empêcher de parler, hein, parce que ça irait un petit peu à contre-emploi de la table ronde que je me propose d'animer, mais quand même, il ne faut pas abuser. C'est peut-être ça, tiens, d'ailleurs, le thème. Hein. On a peut-être un droit, mais il ne faudrait pas en abuser. Allez, on est parti pour la dernière table ronde, c'est la 7e, un chiffre magique, que l'on a intitulé De cause toujours à tais-toi. Les deux conférenciers que nous avons le plaisir d'accueillir, Frédéric Egui, donc vous êtes un ancien de RT France, c'est bien ça, et vous êtes lancé indépendant pour lutter contre quoi, on appelle ça les merdias, c'est ça, non, les médias de masse. Pour les détruire, voilà, c'est bien, détruire. C'est parfait. Vous travaillez en indépendant avec différents d'autres types de médias plutôt. Aujourd'hui, beaucoup sur Twitter aujourd'hui, c'est l'avantage. X, c'est l'avantage. X. Ouais. Et à ma gauche, Xavier Azalbert, donc vous êtes directeur de la rédaction de France Soir, président aussi d'une association qui a, elle aussi, qui a été très engagée pendant la période Covid et qui est toujours engagée aussi. Je vais parler donc de l'association Bon Sens. On a accueilli à l'instant d'ailleurs son vice-président. À croire qu'on est noyauté, hein, par bon sens. Pas de conflit d'intérêt, me dit-il. C'est bien, bravo. Bon, attaquons. On va faire ça un petit peu, bien sûr, de façon sérieuse, hein, mais quand même en prenant des exemples un petit peu légers. On aborde quand même un sujet qui est assez préoccupant, puisque c'est celui de la liberté d'expression. Et si on veut recaler vraiment avec l'actualité très très proche, je serais tenté de dire, déjà de tendre le micro à Xavier et lui demander comment va M. Vargon. Mais je pense que c'est plutôt assez malade que je pense, parce qu'apparemment il a des statistiques qui sont très mauvaises dans son hôpital, puisque j'ai appris lors de l'audience de la semaine dernière
enfin de cette semaine même, c'était il y a quelques jours, c'était cette semaine qu'il avait comme témoin de moralité un certain Damien Barrault, qui est médecin dans l'Est de la France, qui est un grossier personnage. Et donc, il avait une attestation, c'était son témoin de moralité. Alors donc, on lui a posé quand même la question, en lui lisant quelques tweets injurieux, si jamais à la lecture de ces tweets, il pensait toujours que c'était un bon témoin de moralité. Et apparemment, ça ne lui posait pas de problème. Et quand on lui a aussi posé la question de savoir quelles étaient les statistiques du docteur Barrault à 43% de décès pendant la période Covid, je crois que c'est 43%, mais c'est peut-être 41%. Il a dit, mais vous savez, j'ai eu aussi de très mauvaises statistiques dans mon hôpital. Donc, comme il fait 155 000 tweets en l'espace de, je crois, 11 ans, ça fait 38 tweets par jour. Je pense que ces malades ont vraiment du souci. Pour revenir à cette affaire donc, qui vous a opposé à ce docteur Vargon, donc c'était en 2021, on est au plus fort de la crise Covid. Est-ce que vous pensez qu'une affaire comme celle-là, qui touchait, dans le cadre général de la liberté d'expression, est-ce que vous pensez que c'est une affaire qui aurait pu se produire à un autre moment qu'au moment de la période Covid, qui était quand même un peu folle? Je pense que les problèmes de liberté d'expression, ils ont existé de tout temps, puisque la liberté, elle ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et je pense qu'on ne s'en est pas beaucoup servi, on ne s'en rendait pas totalement compte. Donc on ne peut pas dire que la période Covid a été différente des autres périodes. Par contre, ça a été une période accélératrice. Et ce qui s'est passé en plus, c'est qu'il y a eu une apparition d'inversion accusatoire, de monopolisation de l'information dans un sens qui était totalement monolithique, avec des gens qui tombaient dessus et qui nous tombaient dessus. C'est-à-dire qu'on ne pouvait, il y avait des sujets dont on ne pouvait plus parler. Alors on ne pouvait plus parler de l'hydroxychloroquine, le professeur Perron, et tout d'un coup, persona non grata, moi-même, alors que j'étais pas journaliste à l'origine. Enfin bref, on est devenus des personnes à ne pas écouter parce que notre discours ne correspondait pas à ce qui était attendu, à ce qu'on attendait de nous. En fait, c'est digne des méthodes soviétiques, on va dire. Hein. C'est digne des méthodes staliniennes, c'est-à-dire que la parole a été interrompue, coupée, et ça continue encore. Alors, c'est en train de se libérer, mais pas partout. Et c'est assez intéressant parce que dans le dernier mois, j'ai été à l'Est, à l'Ouest. J'arrive de Roumanie aujourd'hui. Donc on pourrait se dire que la Roumanie, qui est le dernier pays en Europe qui a fait une révolution, c'est très intéressant de voir qu'eux, ils ont vraiment fait usage de la liberté d'expression. J'étais à côté du monument aux morts de la révolution de 1989. Et c'était très intéressant d'écouter les gens parce que j'étais avec des sénateurs qui m'ont dit la chose suivante. Vous savez, nous, on sait qu'on ne doit pas faire confiance au gouvernement parce que le gouvernement n'agit toujours pas dans notre intérêt. Et ils le savent, parce qu'ils l'ont vécu, de leur vivant. Tandis que nous, on l'a vécu au travers de nos grands-parents. On n'a pas vécu la guerre, on n'a pas vécu la collaboration. Et je pense que ça, c'est une vraie leçon. Il faut se souvenir de ces éléments-là. Il y a un point que vous avez soulevé à l'instant, c'est la finalité de l'information. L'information, elle a bien toujours un objectif quand elle est diffusée, et notamment par son diffuseur. Ça me paraît assez essentiel. Sur la partie indépendante qui est aujourd'hui votre activité de journaliste indépendant, quelles difficultés rencontrez-vous justement dans l'exercice de votre métier? Est-ce qu'il y a eu un changement alors, on revient toujours à cette période Covid parce qu'elle est un peu charnière, mais est-ce qu'il y a eu un avant, un après? Comment vous l'avez vécu? Alors écoutez, moi, il n'y a pas beaucoup de changements parce que, donc, vous savez, comme vous l'avez dit, je bossais pour RT France avant. Je suis arrivé dans ce métier parce que j'avais conscience, je voyais que l'information était biaisée et je le digérais pas, pardon. Et donc je suis arrivé en bossant pour RT France et mon média, en l'occurrence, a été censuré. Et aujourd'hui, je fais face au même problème en tant que journaliste indépendant. C'est-à-dire que j'ai été à l'Élysée, j'ai posé une question et aujourd'hui, je suis blacklisté à l'Élysée, je ne peux plus y revenir. Et je reviens sur ce que disait Xavier tout à l'heure. Le problème auquel on fait face aujourd'hui, un des problèmes fondamentaux, c'est effectivement ce cadre. Il y a un cadre qui est défini aujourd'hui, qui est défini par qui? Je pense qu'il va falloir se poser sérieusement la question aujourd'hui. Et ce cadre qui est extrêmement restrictif, en fait, vous ne pouvez pas en sortir. C'est-à-dire que
Si vous sortez de ce cadre-là, vous êtes automatiquement, vous n'avez plus le droit d'exister dans ce qui fait l'opinion publique. C'est-à-dire que le débat est complètement sclérosé. Et ce cadre est de plus en plus restrictif. On l'a vu donc effectivement pendant la période Covid, mais pas seulement pendant la période Covid. Moi, je m'intéresse à la politique internationale. Je travaille sur l'Ukraine. Aujourd'hui, on voit bien que le débat sur l'Ukraine, si vous voulez, il est limité. Il est interdit de discuter au dehors du cadre qui est extrêmement restrictif et qui est que la Russie commet une guerre d'agression contre un pays, contre un État souverain. Et le problème de cette question-là, c'est que quand vous partez de ce simple constat, on vous empêche, en fait, on vous limite les solutions que vous pouvez apporter à ce problème. C'est-à-dire que les solutions que vous pouvez apporter quand vous partez de ce simple constat vont être de dire tiens, il faut sanctionner la Russie parce que voilà, c'est ce qu'ils font, sort du droit international. Et on vous propose des solutions qui vont à l'encontre de vos intérêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez les pots cassés des décisions qui sont prises parce qu'on vous a empêché d'avoir le débat, d'élargir le cadre du débat, qui aurait été évidemment, si on élargit le cadre du débat sur l'Ukraine, qui aurait été de dire, oui, il y a eu Maïdan, il y a eu l'incident de la maison des syndicats, il y a eu les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés par Hollande et par Merkel, il y a eu les bases de la CIA à la frontière, il y a eu les biolabs, il y a eu etc. etc. Mais le problème aujourd'hui auquel on fait face, et auquel on fait face nous tous, c'est-à-dire que moi en tant que journaliste, mais plus généralement, c'est que cette expression-là, en fait, elle n'a plus le droit de citer effectivement dans le débat public, et c'est ça qu'ils sont en train d'essayer d'attaquer, c'est ça qu'ils attaquent aujourd'hui frontalement. On a une évolution aujourd'hui aux États-Unis qui est notable et positive, parce qu'on a Elon Musk, on peut penser ce qu'on veut d'Elon Musk, mais qui quand même a libéré la parole sur Twitter. On a sur Facebook Mark Zuckerberg qui a retourné sa veste, qui a avoué et qui a dit, et qui lui a mis les mots sur le responsable, en fait, finalement, le censeur en chef, en disant, voilà, moi, à l'époque du Covid, je ne pouvais pas publier parce qu'on m'interdisait de publier ceci, qui a dit, l'affaire Hunter Biden, je ne pouvais pas écrire dessus parce qu'on m'a interdit d'écrire dessus, parce que l'État profond lui a interdit d'écrire dessus. Et donc, on est là face, à mon sens, au problème fondamental auquel on fait face aujourd'hui en Europe d'autant plus, parce que l'État profond est en train d'être démantelé aux États-Unis, donc il est en train de revenir en Europe, il est en train de revenir à Bruxelles, et donc vous voyez Bruxelles qui s'attaque frontalement à la liberté d'expression, à cette liberté qui ne veut pas qu'on dépasse de ce petit cadre, parce que évidemment, si on sort de ce cadre, ils ne peuvent plus prendre les décisions qu'ils veulent prendre. Donc c'est aujourd'hui, on doit avoir toutes les alarmes qui s'allument, parce que on a une attaque franche de Bruxelles contre notre liberté d'expression. C'est-à-dire que vous avez encore le droit de discuter sur Internet, dire ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de l'amener dans le débat public. C'est-à-dire que vous en avez l'interdiction avec des outils législatifs aujourd'hui, avec le DSA, avec le Media Freedom Act, avec maintenant Nathalie Loiseau qui a le bouclier démocratique européen, le bien nommé. Et tous ces outils-là sont faits pour vous empêcher de sortir de ce cadre, pour empêcher le débat public de sortir de ce cadre, parce que sortir de ce cadre, si vous ne pouvez pas sortir de ce cadre, voilà, vous pouvez pas, ils ne pourront pas prendre les politiques qu'ils mettent en œuvre et qui vont à l'encontre de nos intérêts. Est-ce qu'il ne faudrait pas... oui, vous pouvez applaudir. Hein. Est-ce qu'il ne faudrait pas... alors je vous dis ça, hein, je suis tout à fait béotien, amateur. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas redéfinir l'information, la nature même de l'information? C'est quoi une information? Dans l'exposé introductif à ce colloque, je parlais de bruit. On a quand même l'impression aujourd'hui, notamment avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec les influenceurs, que c'est pas tant l'information qui est diffusée que ce bruit est assourdissant qui gêne donc justement nos autorités. Est-ce qu'il faudrait, si je me fais l'avocat du diable, est-ce qu'il faudrait restreindre ça, ou on laisse les vannes ouvertes et puis on redéfinit un nouveau cadre, on va dire, de cette liberté d'expression et de cette communication? Je sais pas si... Ça, c'est une bonne question. Je pense que la notion de la définition de l'information, c'est vraiment fondamental. Et pour justement en parler, j'ai pris un parallèle qui s'appelle la pollution et la pollution informationnelle. Parce qu'en fin de compte, on a une loi qui s'appelle la loi du pollueur-payeur. C'est-à-dire quand quelqu'un pollue notre environnement, eh bien, il doit payer. Et cette loi, elle est trentenaire. Quand quelqu'un pollue l'information, il ne doit pas payer.
Il n'y a rien de fait. Donc en fait, il y a deux éléments qu'il faut regarder, c'est la définition de l'information et aussi la théorie de l'incitation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a pour inciter les gens à être vertueux dans leur usage de l'information et qu'est-ce qu'on a comme méthode de coercition, de contrainte dans le cadre de s'ils délivrent une mauvaise information. Parce qu'on peut délivrer une mauvaise information volontairement, et ça c'est abusif, mais on peut aussi le faire par erreur. Pour revenir à la définition de l'information, en fait, on nous a servi beaucoup d'opinions. Une information, ce n'est pas une opinion. En fait, une information, c'est quelque chose qui devrait être factuel. Ça devrait être irréfutable. Ça devrait être exactement comme une étude de médecine. Tant que ce n'est pas réplicable, eh bien, ce n'est pas un fait. C'est-à-dire une information, tant qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur une information, ça veut dire qu'on n'a probablement pas 100% de l'information. Donc, on a du bruit. On a tout ce qu'il y a autour du bruit. Et Einstein avait appelé ça la constante cosmique. C'est très intéressant parce que quand il n'arrivait pas à expliquer quelque chose, eh bien, il utilisait la philosophie et donc il mettait tout le monde d'accord. Et je pense que ça sont des éléments fondamentaux. C'est qu'on nous a servi beaucoup d'opinions sur les plateaux télé. D'ailleurs, il suffit de regarder un peu les slogans que vous avez sur CNews. En fait, leur slogan marketing, ce n'est pas axé sur l'information, c'était beaucoup sur l'opinion. Donc moi, j'entends beaucoup de gens dire « je pense que ». Quand on pense que, c'est une opinion. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand quelqu'un vient avec une étude, et puis une deuxième étude, comme le professeur Perron a dit sur Lyme, il a dit parfois il faut attendre 30 ans pour que l'information soit validée. Et je pense qu'on confond ces deux éléments, ce qui fait que ça rend très difficile la tâche pour tout le monde de comprendre est-ce que c'est une information ou une opinion qu'ils reçoivent. Et dès qu'on pollue un système avec des opinions, eh bien, ça peut être pollué par plein de choses, de l'idéologie ou de la corruption. Mais il y a des gens qui pensent que ne pas manger de viande, c'est mieux qu'en manger. Et c'est une opinion, c'est pas forcément... et on doit pouvoir côtoyer. Ou il y a des gens qui pensent que la religion, c'est mieux que pas de religion. Et donc, ça vient polluer, on va dire, tout le système informationnel. Donc le travail qu'on a dû faire en tant que média, et moi en tant que scientifique, ce que j'ai essayé de faire, c'est justement de dépolluer cette information et d'essayer d'apprendre aux gens que la rigueur de l'information, et ça c'est quand on a travaillé dans les marchés financiers, on se rend compte d'une chose, c'est que le prix d'une action, si elle vient d'être polluée par une information qui est une rumeur, eh bien on n'a pas le bon prix. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On risque de se casser la gueule, de prendre des mauvaises décisions. Le principe de l'information, c'est que tant qu'on n'a pas l'information, on a une opinion, on peut prendre une mauvaise décision, et ça peut arriver à tout le monde. C'est arrivé à 80% des Français qui sont allés se faire vacciner, ils n'avaient pas forcément la bonne information, ils avaient des opinions. Le tous vacciner, tous protégés était un slogan marketing, c'était une opinion. Et ça marchait très bien en termes, parce que c'est super d'avoir ça. Tous vaccinés, tous protégés, mais en fin de compte, c'est faux. Est-ce que ça voudrait dire que demain, il faudrait supprimer tous les commentaires, par exemple, sur un article qui est diffusé? Ici, c'est quand on a fait un peu de mathématiques, il y a ce qui s'appelle le théorème limite. C'est-à-dire qu'il faut justement laisser toutes les opinions ont droit de citer. Tout. Les bonnes, les mauvaises. Il n'y a pas de mauvaises opinions. Il y a des opinions avec lesquelles on peut ne pas être d'accord, mais il faut que tout le monde... Parce qu'à la limite, quand on va avoir des millions d'opinions, eh bien, c'est là où on va commencer à avoir une forme d'information. On va tester la limite. On va pouvoir dire, tiens, c'est assez intéressant. Prenons juste une statistique. J'entends tout le monde scander Macron démission. D'accord ? Ou j'entends tout le monde que Macron mène le pays dans la mauvaise direction. Eh bien, une statistique, c'est ce qu'on a fait avec François et avec Bon Sens, c'est pour avoir des informations, on est allé chercher le pourcentage d'individus qui pensent comme ça. Et on a 66% des gens qui pensent que Macron mène le pays dans la mauvaise direction. Il y en a 60 et quelques pourcents qui pensent qu'il devrait démissionner de suite. Et il n'y en a que 20%. Mais je vais vous donner un autre exemple. Tout le monde parle du réchauffement climatique. Et on se dit, c'est une autre information, je vais donner juste des chiffres, parce que les chiffres, ça devient difficilement réfutable. Alors bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, il fallait les répliquer. Donc un sondage, il faut avoir plusieurs éléments dans le temps, de manière à voir son évolution. Il y a 77% des Français dans ce sondage, sur un échantillon représentatif des Français,
Donc, c'est les mêmes techniques que ceux qu'ils utilisent et qu'on doit utiliser. C'est représentatif de la base française, 76%, qui disent que le gouvernement devrait changer complètement sa politique sur le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, et surtout devrait écouter les avis contradictoires. Ce qui veut dire que 77%, pour moi, c'est presque tout le monde en France. Hein. C'est pas 51%, c'est une majorité largement qualifiée. Ce qui veut dire que les Français sont bien plus au courant, que le gouvernement n'écoute pas les voix contradictoires, ils sont capables de le dire. Et donc, moi, ça me rassure de savoir que mes compatriotes s'informent, ils sont loin d'être mal informés, ils sont au contraire sensés, et que ceux qui essayent de pousser un agenda qui est contraire aux intérêts individuels doivent instrumentaliser l'information de manière à arriver à les convaincre. C'est exactement comme avec les élections qu'il y avait en Roumanie, où il y a Karen Georgescu qui a eu des élections qui ont été annulées. J'étais avec un des candidats, pas plus tard qu'hier, qui expliquait la chose suivante. On a annulé ces élections. Ce sont ces mots, hein, donc ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord. On annule ces élections parce que nous n'avons pas voté conformément aux attentes de ceux pour qui on aurait dû voter. En fait, ils ont voté selon leurs propres envies, mais ça ne correspondait pas aux attentes. Et donc, voilà pourquoi on annule ces élections. Voilà la perception qu'ont beaucoup de Roumains. Et donc, ces éléments-là, on voit bien que cette information, c'est on vous donne une opinion. Leur opinion, c'est qu'on veut une Europe fédérale. Eux, ils n'en veulent pas. Et du coup, c'est exactement comme le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne, pardon, ou le référendum. Alors moi, juste un mot sur la question. Moi, j'ai un avis finalement un peu radical aujourd'hui. Non, moi je pense qu'il faut absolument rien censurer et que il faut croire à l'intelligence collective et la vérité fera son chemin en fait. C'est le mensonge qui a besoin de la censure. La vérité, elle se suffit à elle-même, elle finit par triompher. Donc aujourd'hui, qui plus est, si on cherche à comment dire, à censurer, j'ai pas d'autre mot, à censurer cette information en disant, à censurer des commentaires, à censurer une information en disant non voilà on peut faire ça. Qui va faire ça? Qui va décider? Aujourd'hui, c'est concrètement ce que faisaient les médias mainstream, c'est concrètement ce que faisait le Décodex du Monde, toutes ces horreurs là, où on vous impose effectivement du coup une idéologie sous prétexte de vous amener une information qui serait fact-checkée. Les fact-checkers, à mon sens, c'est l'opposé du journalisme et c'est extrêmement dangereux pour la liberté d'expression. Il faut bien voir aujourd'hui, si on laisse faire ces outils, si on permet d'avoir ces outils-là, entre les mains de qui vont-ils être? Qui va décider de ça? Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment se poser cette question. On vit dans un monde où concrètement, on a des dirigeants qui n'ont pas forcément, ce que disaient tout à l'heure les Roumains, la remarque qu'ils ont fait sur leur gouvernement, qui n'ont pas forcément leur meilleur intérêt en tête. Donc, ça rejoint un peu ce que disait, j'avais noté cette phrase, ce que disait Jean-Noël Barrot, où il expliquait il y a quelque temps chez Léa Salamé. Alors attendez, je vais vous retirer la citation exacte, parce qu'en tant que journaliste, quand même, c'est ce qu'il faut faire. Il n'est pas question que le débat public soit délocalisé de manière totalement dérégulée sur les grandes plateformes de réseaux sociaux. Donc, ce qu'il vous explique, c'est que lui veut que le débat public soit régulé par qui? C'est-à-dire soit régulé par lui, et concrètement, qui se tienne où? Qui se tiennent pas sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de parole, et ça, c'est absolument ce qu'il ne veut pas. Et donc, qu'il soit sur des endroits, qu'il soit à la TV, chez Léa Salamé ou chez Brice Toussaint, si vous voulez. Et c'est là où on a, encore une fois, c'est totalement inacceptable en fait. C'est totalement inacceptable ce que veulent faire ces gens. Et donc moi, je suis pour une liberté pratiquement absolue, si vous voulez. Évidemment dans les limites de la loi, bien sûr. Mais là-dessus, je ne prendrai pas tous les jours, mais là-dessus, je prendrai exemple sur le premier amendement de la Constitution américaine qui défend vraiment fondamentalement la liberté d'expression et qui, aujourd'hui, je pense, a pu amener un vrai changement dans leur pays, qui serait un changement, à mon sens, structurel, qui serait impossible sans ça, en fait. Je vais rajouter un point sur le premier amendement, juste pour dire, en fait, les Américains, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des moments où ils font des choses bien. Et je pense que notre travail, c'est aussi de saluer les choses quand elles sont bien et d'essayer de modifier les choses qui ne sont pas bien. Le fait d'avoir sacralisé la liberté d'expression comme étant le premier amendement,
ça leur a donné énormément de force. Ça a donné énormément de force aux gens parce que pour eux, c'est immuable. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait à quel rang la liberté d'expression est en France? C'est le rang combien d'après vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Dans le contexte juridique, premier amendement de la Constitution. Bon, mais il faut savoir que le préambule de la Constitution française, c'est la Déclaration des droits de l'homme. C'est au rang 11. C'est au rang 11. Ça vous donne... Alors, on a consacré d'autres valeurs tout en haut, comme l'égalité, mais le principe de l'égalité devrait être supplanté par la liberté d'expression. Parce qu'au nom de l'égalité, justement, on va faire fermer la bouche à certaines personnes. On va se permettre de censurer. C'est ce que fait M. Barrot. Et c'est pour ça qu'il faut l'expliquer. À la CEDH, au niveau de l'Europe, non, pardon, c'est au rang 11 en France et au rang 10 en Europe. Alors, c'est très intéressant cette analyse, parce que si on devait réécrire la Constitution, peut-être qu'on devrait s'inspirer et on devrait mettre cet élément tout en haut en disant on s'est battu pour la liberté d'expression, on ne peut pas l'avoir au rang numéro 10, on ne peut pas l'avoir au rang numéro 11. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Je pense que c'est ça la différence que j'ai perçue quand j'allais aux États-Unis, c'est que à la limite, ils sont peut-être pas d'accord avec Trump, mais ce qui les fait partir du Parti démocrate, c'est tous les mensonges, en fait. C'est justement tout ce cloisonnement, toute cette volonté de contrôler cette liberté d'expression, qui est pour eux, c'est viscéral, c'est pas possible. Donc ils vont vers celui qui est le plus pragmatique, qui correspond le plus à leurs valeurs. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a oublié en France. C'est un peu comme dans la médecine, le diagnostic, on ne palpe plus les choses parce qu'on oublie les priorités. Alors, toujours dans la lignée de cette liberté d'expression, qu'est-ce qu'on aurait à craindre, pour reprendre un petit peu un thème d'actualité sur l'intelligence artificielle et puis ce qui va se passer dans 2 jours avec l'arrivée de ce salon là, du numérique là. Est-ce qu'on peut craindre qu'il y ait justement, alors si on part par exemple de votre point de vue, c'est-à-dire que pas de censure, est-ce qu'on pourrait avoir demain de l'information complètement générée par voilà, cette intelligence artificielle et puis qui serait complètement fausse, qui reposerait sur des inepties, mais bon, qui aurait malgré tout un discours cohérent pardon, et qui permettrait d'influencer justement la population? Parce qu'on a quoi aujourd'hui en fait? Parce qu'aujourd'hui, l'information des médias mainstream, excusez-moi, hein, mais c'est quand même la pire possible. C'est-à-dire que c'est concrètement mensonge sur mensonge. Donc, je ne suis pas vraiment inquiet vis-à-vis de ça. Je pense pas que je pense pas que ça puisse être pire que ce qu'on a aujourd'hui concrètement. Donc, non, à mon sens, encore une fois, je demeure convaincu. Moi, c'est l'essence de mon métier. Je demeure convaincu que la vérité finira par triompher. Et donc, c'est pour ça que, de toute façon, effectivement, la liberté d'expression est absolument nécessaire. C'est la pierre d'édifice de la démocratie. Sans, vous n'avez pas de démocratie. Et donc, aujourd'hui, s'inquiéter de voir, bien sûr que ça va arriver, et bien sûr qu'il va y avoir des attaques, entre guillemets, des tentatives d'ingérence, si on peut dire, de l'intelligence artificielle. Mais j'ai du mal à voir en quoi ça peut être pire que l'état médiatique aujourd'hui qu'on a. Si j'ai bien compris, hein, avec la dernière expérience en date de DeepSeek, on s'est aperçu, me semble-t-il, que cette intelligence artificielle était alimentée plus par un esprit chinois qu'un esprit américain. Et c'est peut-être en ce sens-là que je dis qu'il peut y avoir une influence dans les données et dans la façon dont elles pourraient être plus tard interprétées et manipulées. Ça, encore une fois, il faut comprendre comment ça fonctionne. L'intelligence artificielle, c'est des bases de données, c'est des modèles mathématiques. Et bien sûr, un modèle mathématique, c'est programmé. Donc, à un moment ou à un autre, il y a forcément un humain qui va influer sur ce genre de choses. Hormis qu'il y a des boucles qui permettent d'auto-apprendre, donc qui permettent de construire ce qu'on pourrait appeler une idéologie. Mais ça, c'est de tout temps. Alors,
la technologie, c'est assez marrant. C'est dès qu'il y a des grosses ruptures de technologie, on a toujours peur. On se pose toujours les mêmes questions. Et ici, il faut quand même de revenir en arrière, de se dire, il y a John Lennon, à un moment, il a dit « Power to the people ». Et puis, il y a Jim Morrison, il avait dit « Celui qui contrôle les médias, c'est celui qui contrôle les esprits ». Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui étaient, il y a plus de 50 ans en arrière, qui avaient déjà la même perception que les médias vont être mauvais, que ça va influencer énormément. Il y a eu des grandes ruptures de technologie que l'on a eues. On a pu avoir peur du téléphone mobile. Si vous vous souvenez, il y avait des gens qui disaient que ça allait griller le cerveau. Enfin bref, il y a eu beaucoup de ruptures de technologie qui ont fait que parfois on s'est dit « Ah ben non, la technologie, je ne veux pas m'en servir ». Donc à quoi peut servir l'IA? C'est là où il faut être intelligent. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut s'amuser avec. C'est-à-dire que quand vous êtes un chercheur, comme quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Petit, avec qui je parlais juste avant de venir ici. Jean-Pierre Petit, c'est un chercheur qui est à la pointe, à l'ultra-pointe. C'est-à-dire que c'est celui qui va contre le consensus scientifique. C'est le 1 qui dit que la Terre est ronde alors que tous les autres disent que la Terre est plate. Je rappelle, Jean-Pierre Petit, c'est quelqu'un qui a inventé le magnéto-hydrodynamique, qui est à l'origine de la supériorité militaire des Russes aujourd'hui. C'est une technologie qui a été développée en France, avec des chercheurs qui ont été formés en France. Donc je rappelle que la formation, ça veut dire qu'on est capable de former des champions, mais notre système n'a pas été capable de développer cette technologie qui a été développée par les Russes parce qu'on n'est pas capable de capturer cette technologie. On est à l'ancêtre de Internet avec le Minitel. Hein, et le Minitel, on voit bien que c'est une technologie qu'on a laissé mourir. Parce que les Américains ont fait une technologie peut-être moins bonne, mais plus rapide, ils ont été plus pragmatiques. Donc, de mon point de vue, quand on est un chercheur comme Jean-Pierre Petit et qu'on a toute la communauté scientifique, ou comme Christian Perron avec la maladie de Lyme, c'est le seul à dire quelque chose. Il se prend la communauté qui lui dit non, non, tu dis des conneries. Eh bien, l'intelligence artificielle, ça peut justement l'aider de se dire, ben, quand j'ai un consensus contre moi, comment je fais pour me battre contre ça? Et ça va peut-être lui donner. Et en fait, ce qu'a fait Jean-Pierre Petit, c'est très intéressant. Il a posé les questions en disant, ben, j'ai un consensus scientifique, et puis il essaye, avec l'IA, de sortir de ça pour trouver une voie. Et il se rend compte que justement, l'IA est plus intelligent. Et il me disait, ce qu'il y a d'assez marrant, c'est que l'IA est plus intelligent parfois que les humains, qui sont biaisés par tous leurs biais de perception, par les arguments d'autorité, par l'escalade d'engagement. Donc ça peut aider dans certains sujets, ce que j'appelle à la marge. Je pense que c'est là où ça va aider. Alors, ça ne va pas aider à avoir 20 sur 20 en français au bac de français, je pense. Ça aidera par contre à faire moins de fautes d'orthographe, à avoir une syntaxe plus correcte, à utiliser des phrases mieux formées, mais ça ne fera jamais un deep blue aux échecs. A mis énormément de temps à gagner, quoi. Oui, donc inquiétude légitime, ok, vis-à-vis de DeepSeek, très bien. Maintenant, il y a une inquiétude très concrète qu'on a aujourd'hui sur la fabrique de l'information dans notre pays et en Europe. Concrètement, on a vu Donald Trump vient de fermer l'USAID. L'USAID avait 6200 journalistes sous sa fiche de paye qui bossaient, et notamment en Europe, qui bossaient. Et l'USAID bosse pourquoi? Aid, c'est que dans le nom, hein, c'est pour faire avancer les intérêts américains. L'USAID, c'est une agence qui est au cœur, qui est le lien entre le Pentagone, le département d'État et la CIA, et qui sert les intérêts américains. Donc vous avez concrètement là la fabrique de l'information. Aujourd'hui en Europe, elle est attaquée d'ores et déjà. C'est-à-dire que ça, c'est un problème qui est déjà là, en fait, qui est déjà là et contre lequel on doit faire face. Si ce problème n'existait pas, excusez-moi, hein, mais peut-être qu'on aurait ouvert notre gueule sur Nord Stream. C'est-à-dire qu'on a quand même le cœur énergétique européen qui se fait attaquer par notre allié, et on n'ose rien dire. C'est-à-dire que là, on voit bien tout le problème que cause en fait tout ce système qui a été mis en place, et notamment médiatique, et où là on a une urgence en fait. On a une urgence qui est là, donc qu'on s'inquiète des possibles dangers potentiels de DeepSeek et de ce que ça peut avoir sur le domaine de l'information, soit, mais déjà attaquons-nous à ce qui existe déjà, quoi. Sur l'USAID, en fait, parce que c'est génial de toujours parler de ce qui se passe ailleurs. Donc l'USAID, c'est un budget de 36 milliards de dollars.
En France, on a l'Agence française du développement, l'AFD. Donc AID, ça veut dire l'Agence internationale du développement américain. Donc en fait, en France, on a l'Agence française du développement, c'est la même chose. Donc les États-Unis, c'est un peu moins de 400 millions d'habitants, donc ils ont 36 milliards. Nous, en France, on a 13 à 14 milliards pour l'Agence française du développement, pour 68 millions de personnes. On n'a pas 3 fois moins de personnes que les Américains. Hein. On en a 5 à 6 fois moins. Donc, notre Agence française du développement, qui a servi bien sûr à promouvoir les intérêts de la France en France-Afrique. Tout à l'heure, on parlait de Mayotte. C'est très intéressant parce que quand on regarde où va l'argent de l'Agence française du développement, j'ai fait un article sur ça il y a un peu plus de 2 ans, où j'avais appelé ça l'Agence française du développement ou du détournement d'attention. Et accessoirement, ça pourrait être aussi du détournement de fonds, mais je ne vais pas aller aussi loin que ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, au Parlement européen, qui m'a dit si tu touches à l'Agence française du développement, t'es mort. Voilà, c'est la seule fois où j'ai eu une menace de mort. Alors, c'est pas vraiment une menace de mort, mais c'est une expression, j'imagine. En tout cas, voilà ce qui se passe. Donc, chez nous, on pourrait faire des économies. Je suis 100% d'accord avec Frédéric que moi, j'ai absolument pas peur de l'IA. J'ai beaucoup plus peur de la manière dont nos politiques ont monopolisé notre République. En fait, ils ont capturé notre démocratie, ils ont monopolisé nos médias avec notre argent. J'ai beaucoup plus peur de ça. Et je pense qu'avec peu de changements, on pourrait arriver à libérer énormément de choses. Donc, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est une leçon pour nous qu'il faut regarder. Il ne faut surtout pas en avoir peur. L'IA, il ne faut surtout pas en avoir peur. Par contre, il ne faut pas se laisser faire, il faut s'éduquer. Et il ne faut pas non plus se leurrer, parce que quand j'entends Emmanuel Macron dire qu'il veut faire de la France le champion de l'IA, je pense qu'avant, il va falloir qu'on restaure notre classement PISA en termes de mathématiques, en termes de physique, parce qu'on est tellement descendu loin dans les classements que nos chercheurs, qui étaient excessivement demandés, je vais vous donner deux chiffres. La France, à un moment, c'était la 2e puissance économique mondiale. Ils avaient peur de nos chercheurs, ils avaient peur, les Américains, acheter nos scientifiques. Ils venaient les chercher. Et on a perdu ce classement. Donc, je pense qu'on peut se dire qu'on l'a été. Donc, pourquoi pas? Et j'aime bien cette phrase, c'est les Américains, ils ont dit que rien n'est impossible. Et moi, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit impossible, c'est pas français. Donc, moi, si je me suis bien, alors en gros, je suis toujours à l'avocat du diable, mais bon, il faudrait relativement peu de choses pour que cette censure, ce début de censure disparaisse. Pourtant, les médias, ils sont détenus par des milliardaires. Donc, voilà, qui vont dire, c'est ce que vous venez de dire, mais comment faire pour non pas s'en débarrasser, mais rendre certainement ce marché de l'information et cette fabrique de l'information beaucoup plus fluide et plus honnête? Ça, c'est un travail de tout un chacun, en fait. Aujourd'hui, il faut brûler sa télé, déjà, c'est la première étape. Une fois que vous avez brûlé votre télé, vous ferez beaucoup de bien, vous ferez beaucoup de bien à l'information. Aujourd'hui, on est dans une guerre informationnelle, mais une guerre qui est menée contre vous. C'est-à-dire, elle est clairement contre vos intérêts. Je parlais de... Enfin, voilà. Et donc, si vous voulez, dans cette guerre-là, il faut la mener. C'est-à-dire que soit vous la subissez, soit vous vous combattez, en fait. Et pour se combattre, cette guerre, la principale ressource, c'est votre esprit, c'est votre cerveau. Donc, il ne faut pas donner cette ressource à votre ennemi. C'est une guerre d'attrition qu'il faut mener, donc il faut éteindre sa télé, il ne faut plus la regarder, il faut aller s'informer ailleurs. Aujourd'hui, vous avez 1001 façons de vous informer. Tant que Internet est encore libre, on peut encore s'informer, on peut encore faire des choses sur Twitter, etc. Vous avez plein de choses, plein de médias alternatifs. Voilà, y a Xavier Azalbert qui est ici. Mais donc ça c'est un travail que chacun doit mener, en fait. C'est un travail que chacun doit mener parce que, encore une fois, cette guerre, elle est menée contre vous et il ne faut pas donner de ressources à l'ennemi. Il faut les donner aux autres. Il faut les donner à ceux qui mènent la guerre de votre côté, en fait. Donc ça, il y a un travail, à mon avis, qui est assez facile à faire et qui va se faire parce qu'il y a aussi une question évidemment générationnelle. Aujourd'hui, les jeunes générations s'informent beaucoup moins sur la télévision, ce qui est très bien. Et donc la bascule va se faire. Et on en voit le résultat. Encore une fois, on peut aimer, ne pas aimer Donald Trump, mais Donald Trump a été élu pas par les médias mainstream. Il a été élu parce que, justement, par les médias alternatifs. C'est-à-dire que la différence fondamentale, ce qui est la bascule, c'est Joe Rogan. Si vous connaissez un peu les médias américains, c'est un podcast, et donc qui va à l'encontre des médias traditionnels.
Les médias traditionnels aux États-Unis sont en train de s'effondrer. Et du coup, vous avez Robert Kennedy qui va être ministre de la Santé, si vous voulez. Et vous avez un changement en profondeur qui est possible. Donc il faut arrêter de leur donner des munitions. Il faut armer ceux qui se battent contre eux, quoi. Et ça, c'est une situation qui serait possible en France? Bon, c'est arrivé aux États-Unis, bon, voilà, avec d'ailleurs certainement ça a été facilité par ce fameux premier amendement, mais en France, ça paraît, on en est loin, non? J'ai quand même l'impression que... Les médias alternatifs existent. Hein. Enfin, vous avez Xavier Alberg ici, vous avez Toxin, vous avez TV Liberté, vous avez des médias de gauche aussi, vous avez Aude Lancelin, etc. Enfin, il y en a plein, il y en a beaucoup. Évidemment, il y a une différence qui est certes fondamentale, c'est qu'on n'a pas de milliardaires, nous, dans notre camp, et ça, c'est sûr que ça compte. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un travail collectif. Si demain... l'émission de Léa Salamé est regardée par 200 000 personnes et la matinale de Toxin est regardée par 2 millions, on va avoir, la bascule va s'effectuer en fait. Vous avez touché du doigt un point qui m'interpelle quand même. Alors ça dépasse un petit peu le cadre de la communication, de la liberté d'expression, mais en fait, je trouve un paradoxe, une incohérence au fait que Trump soit élu sur une bonne base de populisme, et il a été aidé par de nombreux milliardaires. Donc chose qui, à mon sens, aujourd'hui, n'arriverait jamais en France. J'imagine même pas un candidat aujourd'hui arriver et dire voilà, moi je suis pour le peuple, et puis derrière lui, il a une armada de milliardaires. J'ai du mal à assimiler le concept. Alors ça viendra certainement, mais et du coup je me dis par rapport à ce que vous venez de dire, voilà, je pense qu'on en est encore très très loin. En fait, et je le vois encore de très très loin, peut-être que justement il y aura des questions qui seront posées dans la salle par rapport à ça, mais j'ai quand même l'impression que si ces médias alternatifs, parce qu'il faut quand même de l'argent, à un moment donné, il faut mettre le paquet, hein, c'est de la diffusion, hein, c'est pas uniquement se mettre dans sa chambre et puis avec une caméra, un plan fixe, diffuser sa petite info. Mais ça veut bien dire qu'à un moment donné, ces milliardaires ont décidé de soutenir ces médias alternatifs. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on ait ça en France. Si ? Moi, j'ai appris une chose, c'est qu'en France, on n'a pas de pétrole et on a des idées. Donc, en fait, si jamais on n'a pas d'argent, il faut essayer de trouver d'autres moyens. Donc, et déjà, il y a le peuple, hein, déjà, qui sous-finance tous ces médias indépendants. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui financent François, tous ceux qui financent tous les médias. Et moi, il y a un point qui m'importe, parce que quand même, le sujet, c'est l'information. Et on a parlé, Frédéric a dit, il y a des médias de gauche, il y a des médias de droite. Pour moi, l'information, elle ne devrait pas avoir de couleur politique. C'est exactement comme les droits fondamentaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, la première des choses dont il faut qu'on se défasse, c'est très bien de s'éloigner de sa télévision, et la première des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est se défaire de ces des idéologies de droite ou de gauche qui nous enferment dans un camp ou dans l'autre. Ce qui a été fait dans certains pays, et il suffit de regarder en Roumanie, aux États-Unis, on peut prendre ces deux exemples-là parce que c'était deux pays que j'ai visités récemment. Et j'ai voulu y aller voir pour justement me défaire des biais. Je suis allé en Russie l'année dernière justement pour me défaire de ces biais de tout ce qu'on nous raconte. Et quand on analyse ce qui s'est passé aux États-Unis de manière formelle, ils sont regroupés autour d'un système de valeurs. C'est plus une idéologie. Donc les démocrates, j'en vois énormément qui écrivent « Je ne veux plus voter démocrate parce qu'ils ont trahi mes valeurs ». Donc le principe de base, c'est quoi? Il faut qu'on se mette sur les valeurs. Et qu'est-ce qu'a fait Trump? Il est allé sur le bon sens, ce qu'il a appelé « common sense ». Alors avec Christian Perron, on a monté cette association. On ne l'a pas fait exprès, hein. On n'a pas vendu l'idée à Donald Trump. Hein. Je pense qu'il n'a pas besoin de nous pour ça. Non, mais le constat était simple. C'est que quand on commence à être biaisé par une idéologie politique, quand l'information commence à être biaisée par énormément de forces qu'on ne contrôle plus, il ne nous reste que à nous regrouper autour d'un système de valeurs et du bon sens. Parce que ce que dit avec l'intelligence collective, avec le théorème à la limite, c'est qu'à la limite, le bon sens, il va retrouver, c'est le pendule qui va retrouver son équilibre. Parce que le mensonge ne peut pas perdurer dans le temps. Parce que ça coûte tellement cher, en fin de compte, de faire du mensonge. Donc la propagande coûte bien plus cher que de faire la vérité. C'est pour ça qu'un petit média comme François, avec quelques personnes, on a réussi à éviter plein d'écueils. C'est pas qu'on est meilleur, c'est juste que nous n'avons pas d'idéologie politique, nous n'avons pas de biais
de tropisme dans un sens ou dans l'autre. Moi, s'il y a quelqu'un qui me dit Mélenchon, il a raison, ou Marine Le Pen, elle a tort, je vais écouter. Peu importe qui est la personne qui va porter l'idée. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter d'aller écouter Elon Musk, ou éviter d'écouter Trump ou n'importe quoi, ou d'écouter Christian Perron quand il parle de la maladie de Lyme? On va l'étiqueter. On va l'étiqueter, on va lui dire non, ces informations qu'il délivre, donc on va lui dire il est complotiste, antisémite, homophobe, tout ce que vous voulez. Bientôt, on va inventer une autre catégorie, j'imagine, on va dire, je sais pas, anti-Azalbert, ou je sais pas. Bref, il va y avoir forcément une étiquette qui vont arriver, mais c'est les vieilles méthodes, en fait, cet étiquetage. Donc, se défaire de ces biais, c'est fondamental pour moi. Jeter la télé, ça en fait partie, mais se défaire de ces idéologies social-démocrates qui nous hantent, dans lesquels on est forcément attaché pour des raisons familiales. Je pense qu'aujourd'hui, se regrouper autour d'un système de valeurs, et là, l'information en bénéficiera énormément. Le momentum de l'information, la fabrique des tendances, eh bien, vous fabriquerez des meilleures tendances avec ce genre de choses. On va passer aux petites questions, parce que, liberté d'expression. Hein. Juste une? Non. Je plaisante. Merci. Je voulais savoir quand même, est-ce qu'on peut vraiment parler de liberté d'expression quand il n'y a pas d'argent du tout? Pour moi, le journalisme qui me passionne, c'est le journalisme d'investigation. C'est quand même pas possible, concrètement, de faire de l'investigation sans aucun argent, avec des journalistes qui, au mieux, sont pigistes, se battent déjà, eux, pour survivre. Est-ce que finalement, c'est une forme de censure que d'empêcher de l'argent qui est donné à tous les médias, finalement? Oui, enfin, c'est-à-dire une forme de censure, qu'est-ce que vous voulez dire? Si le journalisme réel pouvait exister avec des enquêtes sur le long terme, d'aller sur le terrain et tout, on aurait une réelle information de ce qui est. Au lieu de ça, on est obligé de raccourcir, on est obligé de simplifier, on est obligé de faire du slogan. Donc, de fait, on n'a pas l'absence d'argent fait qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Que je puisse me lever. Ouais, je veux bien me lever. Bon, alors levons-nous. Donc voilà, cette censure-là, en fait, elle est implicite. S'il y avait cet argent qui vienne de milliardaires ou d'un système qui permettait d'alimenter cela, finalement, la liberté d'expression, c'est pas simplement dire les choses, c'est pouvoir aussi aller enquêter, justement, comme disait Xavier, avoir une pluralité, avoir différentes, pas simplement opinions aussi, de voir différentes expériences. Et c'est vrai que peut-être c'est cette forme de censure implicite quand on ne donne pas les moyens financiers, comme on ne donne pas non plus les moyens financiers à la recherche. Tout à fait. C'est exactement la même chose. Donc oui, liberté d'expression, d'accord, mais donnons aussi les moyens de cette liberté d'expression. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je partage tout à fait votre avis. Figurez-vous que donc je suis parti à Kazan en Russie couvrir le sommet des BRICS. Je l'ai fait à mes frais parce que donc je n'ai plus de médias. Et je l'ai fait à mes frais dans l'idée de me dire, est-ce que ce que je vais présenter, parce que je me doute bien qu'il y a peu de journalistes qui seront là-bas, je ne me suis pas trompé, peu de journalistes français que ce sujet-là intéresse. Et effectivement, avec cette idée, très précisément cette idée-là en tête, en me disant, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut créer un système où on va faire ce journalisme-là, du journalisme de terrain, d'enquête en profondeur, etc., sans avoir de financement donc des médias mainstream, parce que vous savez ce que j'en pense aujourd'hui. Mais donc, est-ce que ça va intéresser le public suffisamment pour pouvoir que eux, au final, me financent? Parce que voilà, c'est là où on arrive toujours au fond du problème. Si on veut faire ce métier-là, à un moment donné, il faut aussi gagner sa vie, il faut pouvoir y aller, il faut pouvoir faire les choses, etc. Donc, est-ce que c'est un modèle qui peut exister? Écoutez, je sais pas, on verra, on en reparle dans 2 ans. En tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Ouais. Nous, c'est ce qu'on fait en fait depuis 2016, on va dire, avec François. Donc, c'est du journalisme collaboratif. Donc,
On a énormément parié sur le fait que quand en 2016 ou 2017 j'ai fait des groupes de discussion, j'avais des chercheurs d'université, des ingénieurs dans des entreprises qui me disaient on n'a pas accès aux médias, on nous donne pas la parole, on n'a pas la parole. Et donc l'objectif à l'origine de ce journalisme collaboratif citoyen, c'est pour des gens comme Frédéric, qui a un journalisme professionnel, c'est de travailler en équipe. En fait, c'est la pluridisciplinarité, de manière à ce qu'il y ait des gens, dans leur temps libre, il y en a qui sont passionnés pour faire des modèles d'aviation, puis il y en a d'autres qui sont passionnés par l'information. Et j'avais énormément de gens qui m'envoyaient des études complètes qu'ils ont fait sur leur propre. Et alors, le problème qu'il y a, c'est que c'est pas mis en forme, ou ça respecte pas certains canons, ou c'est pas assez précis. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé avec l'enquête de Xavier Poussard sur Devenir Brigitte. En fait, il y a une personne qui s'appelle Natacha Ray qui fait une enquête. Son enquête, c'est pas le canon de l'enquête. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Xavier Poussard derrière ? Eh bien, il a repris ces éléments, mais il n'a pas assez de puissance de feu. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Candace Owens. Donc, cette alliance, ce regroupement d'intérêts, qui coûte pas très cher, en fait. C'est pas excessivement cher. Mais l'avantage que ces trois personnes ont, c'est qu'ils sont tous indépendants. Ils n'ont aucun lien de subordination. Et le lien de subordination, c'est le salaire. Quand vous êtes salarié de France Télévisions, vous avez un lien de subordination. Pour ceux qui connaissent des gens qui travaillent là-bas, moi j'en connais pas mal. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils me disent tous « Ah oui, on regarde ce que tu fais, c'est génial. Tous les jours, on lit ce que tu fais. Mais nous, on ne peut pas en parler. Parce que, tu comprends, j'ai les traites de mon appartement à payer. » Et donc, le salaire est en inadéquation avec la déontologie journalistique, puisque la déontologie journalistique oblige le journaliste à dire la vérité quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'il devrait aller à l'encontre de son patron, de ne jamais accepter un lien de subordination. Et le problème qu'on a, il est là. Le deuxième élément sur lequel je veux parler, c'est le travail associatif. Donc, le travail associatif est vraiment très fédérateur et très important. Il y a des associations comme Anticorps qui se battent contre la corruption. Il y en a d'autres, comme Bon Sens. On a publié 20 ou 25 études scientifiques. Ces études scientifiques, elles prennent énormément de temps et en fait, on le fait sur notre temps libre. Donc, ça ne veut pas dire que ce temps ne devrait pas être rémunéré, mais je pense qu'il faut se rappeler une chose, c'est que notre système de valeurs nous a amenés à redistribuer. Eh bien, il faut savoir redistribuer son temps. Il ne faut pas toujours attendre quelque chose en contrepartie. On a passé énormément de temps avec Christian Perron sur ces études scientifiques. Il n'y a pas une personne de chez Bon Sens qui a fait ces études qui a été rémunérée. Et c'est une étude comme ça, c'est 150 heures ou 200 heures de travail. Donc, je ne sais pas, 10 € de l'heure, ça ne fait pas très cher. Voilà un peu ce que je pense aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres systèmes, notamment dans l'information. On n'a pas besoin d'avoir des milliards. Alors, Elon Musk, il a acheté Twitter. C'est génial. En fait, quelqu'un a dit 44 milliards, c'est le coût de la liberté d'expression. Si on réfléchit, 44 milliards à la taille de l'humanité, c'est que dalle. C'est rien du tout. Macron, il a dépensé 1300 milliards en l'espace de 7 ans. Et qu'est-ce qu'on a ? En fait, on n'a rien pour ça. Donc, en fait, on devrait lui demander des comptes. Et l'autre chose qu'il y a, c'est que l'humain a une fâcheuse tendance à regarder ce qui l'intéresse. Et parfois, on n'a pas la bonne métrique. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'Agence française du développement, j'en ai parlé avec quelqu'un juste avant, en lui disant, oui, on pourrait regarder les pièges jaunes. Les pièges jaunes, donc l'opération de Brigitte Macron, parce que tout le monde est intéressé par ça. Les pièges jaunes, c'est 5 millions de budget. Je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 13 milliards de l'Agence française du développement. Pourquoi ? Parce que de suite, si jamais on met un peu le bordel là-bas, on va peut-être pouvoir récupérer quelques milliards qu'on pourrait redistribuer. Et la dernière idée qui a été donnée par Claude Chollet de l'Observatoire du journalisme, que je trouve très intéressante, c'est si on récupérait quelques milliards, il lui suggère de donner 100 € à chaque personne en France et qu'il puisse les donner aux médias qu'il veut. Donc 68 millions de Français, allez, peut-être que 40 millions de votants, je ne sais pas, 40 millions multipliés par 100 €, ça en fait des millions pour redonner. Et chacun pourrait juste donner, décider, je veux aller sur tel sujet. Nous, chez Bon Sens, par exemple, c'est intéressant de regarder, quand les gens viennent, ils disent « je veux mettre de l'argent sur des études scientifiques » ou « je veux mettre de l'argent sur des études juridiques, sur des actions juridiques ». Et il y a des gens qui disent « je vous laisse libre de faire ce que vous voulez ». Donc je pense que travailler avec les gens en équipe, c'est très intéressant et important de le faire comme ça. Bon, on va aller une petite dernière là-bas et puis on arrête. Là. Ah, c'est là. Bon, voilà, tant pis, désolé, monsieur. Ici. Je rebondis. C'était
C'était pour savoir si vous étiez pour ou contre le financement public des médias et faire des investigations par rapport aux propriétaires oligarques actuels qui ont des intérêts. Et en deuxième question, rapidement, votre avis par rapport à l'initiative qui avait été faite en septembre 2022 par Idriss Aberkane et Didier Maisto d'une cour de la presse, un tribunal de la presse, parce qu'aujourd'hui on voit ce qui donne l'Arcom, enfin rien. La justice ne s'intéresse qu'aux actions en diffamation. Voilà. Est-ce qu'il faudrait mettre en place une cour de la presse ? En ce qui concerne les financements publics, vous connaissez mon avis sur l'état des médias, donc évidemment, moi je sucre tout de suite. Quand vous voyez qu'on finance aujourd'hui, je ne vais pas tous les citer, mais enfin, ça n'a absolument aucun sens. Et donc oui, non, là, ça me semble évident. La décision est pour moi vraiment rapidement prise. En ce qui concerne une cour des médias, un tribunal des médias, écoutez, je ne sais pas si on arrive à un moment où tout le monde sera jugé pour ce qui doit être fait, peut-être que les médias, comme à Nuremberg, devront répondre de leurs actes. Il y a des questions qui devront se poser, en tout cas particulièrement au moment du Covid, où je pense que là, il y a une trahison qui est évidente et qui coûte des vies et qui impacte très concrètement la santé de tout un chacun, et où là, il y a une responsabilité qui doit être prise. Donc oui, alors après, comment mettre ça en place ? Effectivement, je ne sais pas si Didier Maisto et Idriss Aberkane y ont pensé, ont des plans. Je pense que Étienne Chouard a des idées aussi sur cette question-là. Oui, il faut y réfléchir, et bien sûr, pourquoi pas. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, c'est un milieu à assainir, si vous voulez. C'est un milieu à assainir parce que l'information est absolument essentielle. C'est dans une société démocratique saine, c'est très important. C'est très important d'avoir une information de qualité. Et aujourd'hui, on voit bien que les médias, alors je parle des bandits de grand chemin, les médias mainstream, eux, luttent contre nos intérêts. Donc il faut tout faire pour assainir ce marais-là, quoi. Je vais donner des chiffres parce qu'on a fait une enquête avec François et Bonsens justement sur cette idée de la fin des subventions aux médias. Donc il y a 53% des Français qui pensent qu'il faut arrêter les subventions aux médias. Voilà. Donc et il n'y a que 20% qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc, moi, j'aime bien me fier un petit peu à l'opinion générale, à l'opinion publique. Alors, ça veut dire qu'il y en a qui veulent qu'on continue un système, mais ils sont en minorité aujourd'hui. Et ça, c'est important. Deuxième point sur la Cour. Alors, la Cour, le problème des tribunaux, c'est que ça vient très en aval, on va dire. Et il peut y avoir 5 ans de Covid, quoi, en fait. Et on attend tous cette idée de la Cour. Donc je pense que dans la théorie des incitations, je reviens à cette théorie économique, ceux qui ont regardé un peu cette théorie des incitations, on a tous été incités à apprendre des mathématiques à l'école et à apprendre le français parce que c'est le traitement précoce contre la pauvreté. Bien sûr, le contrôle continue et on a le contrôle du baccalauréat à la fin de nos études. Donc la Cour, c'est un peu comme le contrôle à la fin des études, et je pense qu'on a besoin d'un contrôle continu, c'est-à-dire on a besoin d'un mécanisme d'incitation et de taxation qui soit beaucoup plus rapide, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très marrant, c'est avec l'intelligence collective. Si un journaliste raconte une connerie, son devoir, c'est de le rectifier, c'est un des devoirs de la charte de Munich. S'il ne le fait pas, et je peux vous donner des multiples exemples de médias qui ne le font pas, eh bien, en fin de compte, il devrait perdre tout financement. C'est-à-dire que c'est le mois prochain. Donc, en fait, ça, c'est des mécanismes de coercition et d'incitation qui sont immédiats et qui aident les gens à être un petit peu meilleurs. C'est la loi du pollueur-payeur. Grosso modo, un pollueur qui pollue, il doit dépolluer. Et donc, c'est inciter à être vertueux, c'est inciter à bien travailler à l'école, c'est inciter à bien faire son travail. Et bien sûr, c'est de pénaliser, de mettre au coin, au banc de la société. Donc, on le met exactement comme au basket ou au rugby, 10 minutes, là, si jamais il a un carton jaune, le journaliste, si jamais il le fait une fois, il a un carton jaune. S'il a un carton rouge, il sort du jeu. Et je pense que le véritable sujet, c'est que nous n'avons pas dans les médias, parce que au nom de la liberté d'expression, on se permet de donner son opinion. Et le problème, c'est qu'on influence les gens avec de l'opinion qui ne sont pas des faits. Et quand les opinions sont biaisées, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On a de la propagande. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut une incitation. Et on n'a pas d'incitation à être vertueux dans l'information. Alors, juste un dernier mot sur la question. Il ne faut pas oublier que si les médias sont financés par l'État, les médias ne sont plus un contre-pouvoir. Donc c'est fini en fait. Ça s'arrête là. Juste, je voulais poser, pardonnez-moi, une petite question. Il a eu le micro. Ah oui. Zut. J'ai réussi à l'attraper. Alors, en fait,
j'écris pour un média indépendant. Et la question de l'autorité, il me semble que vous avez beaucoup parlé de cette question d'autorité, qui a l'autorité dans les médias ou pas, la télévision comme autorité, bien sûr, hein, puisque c'est elle qui est le premier média. Maintenant, je vois aussi que dans une certaine bourgeoisie, mais en général dans les classes supérieures, il y a un besoin d'autorité. Il y a un besoin d'autorité très fort et qui se transmet par exemple avec la télévision. Et donc, parfois j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui ne... en fait, si ils avaient tout le marché en main de ce qui se passe vraiment dans le pays, deviendraient complètement hystériques, deviendraient complètement irrationnels, et qu'en fait on a ancré, pardonnez-moi, c'est un peu, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que les Français pourraient affronter vraiment la vérité sans autorité centrale? Et c'est une question que je pose. Et d'autre part, nous-mêmes, on est très tributaire, par exemple, de quelque chose comme Google au niveau de l'information. Et je vois, par exemple, je cherchais des informations sur quelque chose comme la 5G, par exemple, ou quelque chose comme les élections au Brésil. Et vous voyez que sur Google, il n'existe plus de résultats passés la deuxième page. Ça n'existe plus. Donc, alors que vous allez trouver 10 pages sur... vous voulez acheter, je ne sais pas, un étui pour votre iPhone, vous allez trouver 10 pages. Mais là-dessus, en fait, nous sommes tributaires de cette autorité qui est Google, et nous n'arrivons pas, en fait, à nous en défaire réellement. Et nous n'avons pas non plus les moyens d'avoir une autre autorité qui soit réellement indépendante. Et Google a inséré, me semble-t-il, dans ses moteurs de recherche, justement, déjà de l'IA. Donc en fait, c'est en ça que tout à l'heure je disais qu'on peut avoir un vrai sujet parce que par rapport à la diffusion. Je vais répondre. La première des choses, c'est je ne suis pas 100% d'accord que les Français ont besoin d'autorité, mais par contre, il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'on a construit des normes, non pas pour protéger les Français, mais pour protéger ceux qui mettent les normes en place. Et donc là, le véritable problème, c'est la prolifération de normes que l'on a en France n'est pas... à dépasser, on va dire, la fonction d'utilité positive pour les gens. C'est-à-dire que les gens se retrouvent normés contre leur intérêt. Et ça, c'est un véritable problème. Normés dans tous les sens du terme. L'éducation des enfants, l'État est censé mieux savoir que les parents pour l'éducation des enfants. Bon, je veux bien qu'ils m'éduquent d'abord, et après, j'aimerais bien avoir mon libre arbitre sur un certain nombre de sujets. Deuxième truc de Google... des élections. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai décidé de reprendre l'avion, même si jamais le CO2 il va en pâtir. Ça ne veut pas dire que je suis contre le réchauffement climatique, ça veut dire que je suis plutôt climato-sceptique. Mais bon, surtout quand j'ai des milliardaires qui prennent l'avion et qui, eux, ne s'appliquent pas les règles, les normes qu'ils ont fixées. Donc en fait, pourquoi pas moi, si jamais ils le font, hein, ils ne sont pas vertueux. C'est pour ça que j'ai décidé de m'absoudre de ces biais, de retourner voir, d'aller discuter directement avec les gens. Et ce que je vous incite à faire, c'est, même si vous utilisez Google, parce que Google, c'est vous contre la machine, c'est aussi de parler aux gens. Hein, les réseaux sociaux, à l'origine, ils ont été construits pour créer des liens entre les gens, pas justement pour casser ces liens. Et en fait, c'est un problème de désintermédiation, de réintermédiation qui est en train de se passer. Et cette désintermédiation qu'il y a eu, on a perdu ce lien physique. Comme tout à l'heure, Christian Perron parlait du fait qu'il ne palpe plus un patient. Eh bien, palper quelqu'un, s'engueuler avec lui autour d'une table sur une discussion politique à la troisième bière, parfois, je pense que ça a du bon. Et ça, on a oublié. Donc, le refaire, c'est vraiment important. Ben, ce sera le mot de la fin. Vous pouvez les applaudir. Merci à mes deux intervenants. Et puis, on va clôturer avec Philippe Murer. Merci.